La véritable raison d'être de l'art étrange est de donner à chacun une illusion temporaire d'émancipation face à la tyrannie exaspérante et intolérable du temps, de l'espace, du changement et des lois naturelles. Si nous pouvons nous donner, même pour un bref instant, le sentiment illusoire qu'une certaine loi du cosmos impitoyable a été ou pourrait être invalidée ou vaincue, nous acquérons une bouffée certaine d'émancipation triomphante, comparable dans son pouvoir réconfortant aux rêves opiacés de la religion. En fait, la religion elle-même n'est qu'une formalisation pompeuse de l'art fantastique. Son inconvénient est qu'elle exige une croyance intellectuelle en l'impossible, alors que l'art fantastique ne l'exige pas. Entité cosmique ou simple mortel, soyez les bienvenus dans Lovecraft Therapy, l'exploration neurodivergente consacrée à la vie et à l'œuvre de Howard Phillips Lovecraft. Et aujourd'hui, pour m'accompagner dans cette exploration, je suis accompagné de mon insomniaque préféré, Audrey, bonjour. Bonjour, bonne nuit, bonsoir. Lost in Translation, quelle heure est-il, où sommes-nous ? Voilà, ravi de vous retrouver pour un épisode qui, cette fois, ne sera pas enregistré dans des conditions caniculaires, donc c'est un bon début, où nous allons parler d'une œuvre assez légendaire, ma foi, Beyond the Wall of Sleep, notoirement connue en français sous le titre de Par-delà le mur du sous-vêtement. Ça fait littéralement 3 mois que j'attends de faire ce jeu de mots. Ce jeu de mots, c'est pas vraiment un jeu de mots. Enfin, bref, cette boutade. Ce calembour, cette daddy joke, comme disent nos amis anglophones. Voilà, une nouvelle donc, dont on n'a pas la date exacte d'écriture, hein, mais qui a été publiée en octobre 1919 dans Pinecones, d'une part, et dont on sait qu'elle a été inspirée par un article du 27 avril 1919, donc au moins on sait que c'est, la période d'écriture est assez circonscrite à mai-juin probablement. Ce qui fait que dans cet épisode, je vais pas trop m'attarder sur l'aspect biographique de où en est Lovecraft depuis le dernier épisode et depuis l'internement de sa mère au Butler Hospital, dont on a parlé dans l'épisode précédent consacré à The Green Meadow, la verte prairie. Donc je vous renvoie à l'épisode. Il va se passer beaucoup de choses en fait à l'été 1919 pour notre ami Lovecraft, mais je garde ça pour le prochain épisode. Voilà, là je voulais me concentrer un petit peu sur la nouvelle et sur ses nombreux centres d'intérêt, parce que je trouve que c'est une nouvelle très intéressante, voilà, de par plein d'éléments qu'on va aborder dans quelques instants. Audrey, est-ce que tu as envie de nous résumer la nouvelle ? Tout à fait. Un interne en psychopathologie nous parle d'un patient, Joe Slater, redneck violent, auteur d'un massacre dans son voisinage. Décidé à comprendre ce qui provoque la folie chez cet homme, notre narrateur n'hésite pas à formuler les théories les plus farfelues. C'est parfaitement résumé. En fait, j'ai retrouvé l'article qui a inspiré la nouvelle, puisque pour une fois, c'est pas inspiré par un rêve, hein, c'est bien. Ça nous change de Dagon et de Polaris notamment, ainsi que par extension de la Verte Prairie, puisque même si la Verte Prairie est censée être inspirée par 2 rêves différents, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Oh putain ! Ah ouais, carrément. Bonjour, j'ai un podcast consacré à un auteur notoirement racialiste, et voilà, ma co-host fait des références au légendaire menhir qui ne veut pas mourir, hein, c'est extraordinaire. Je fais référence à ce merveilleux compte Twitter. Ah oui, qui est Jean-Marie Le Pen n'est pas mort, c'est ça, ou est-il mort Est-ce que Jean-Marie Le Pen est mort, et tous les jours, à la même heure, le compte poste non. Je rappelle que le but de ce podcast n'est pas de parler directement de nos opinions politiques, qui sont de toute manière assez divergentes entre Audrey et moi, ce qui fait que le podcast est de toute manière placé sous le signe de la diversité d'opinions. Voilà. Je rentrerai pas dans le détail, mais on aura l'occasion de parler de politique, évidemment, au fur et à mesure qu'on explorera l'évolution de la pensée de Howard Phillips Lovecraft. Donc, il s'avère que dans son inestimable biographie de Lovecraft, I Am Providence, Joshi ne détaille pas trop l'article qui a inspiré Beyond the Wall of Sleep,
Mais ce qui est intéressant, c'est que cet article a été archivé, enfin, pas l'article lui-même, mais la New York Tribune, si je dis pas de bêtises, oui, le journal s'appelle effectivement la New York Tribune. Ce numéro, cet exemplaire du journal, est disponible sur Internet. Il faut le chercher un petit peu parce qu'il est caché dans les archives de la librairie du Congrès américain. Autrement dit, et en plus évidemment on ne sait pas où se trouve l'article, et bon, vous avez un archivage page par page du journal, mais il y a 90 pages, les pages sont parfois un peu lentes à charger, et surtout ça a vraiment été scanné sur un exemplaire, le scan n'est pas super clean, voilà, même si vous le passez en mode PDF, il y a des lettres qui sont pas reconnues quand vous copiez-collez le texte, etc. Mais en fait, à la base, c'est un article, donc je vous mettrai bien sûr le lien en description du podcast, dans les notes de l'épisode, si vous voulez aller consulter vous-même cet exemplaire du New York Tribune, où on trouve des choses un petit peu amusantes qui nous permettent de nous replonger dans le temps, notamment parce qu'il y a beaucoup de publicité dans ce journal. Voilà, déjà bien avant les journaux gratuits qui ont tous disparu, je crois. J'ai fait récemment des recherches là-dessus parce que j'écrivais un script où j'étais amené à parler de publicité, des liens entre, disons, création de contenu et publicité. Et je crois qu'en fait, ils sont... moi, j'ai connu l'époque, disons fin des années 90, début des années 2000, où à la sortie des transports en commun, en région parisienne, on vous distribuait des journaux gratuits, payés intégralement par la pub. Il y avait le 20 minutes, notamment. Tout à fait, qui lui a mis fin à sa publication cet été. Il existait encore en papier ? Il existe encore en papier, ouais. D'accord, ok, il me semblait qu'ils avaient tous disparu du format papier. Il y avait aussi Metro News, qui a été racheté / fusionné avec CNews. Décidément, on est placé sous le signe de Jean-Marie Le Pen dans cet épisode, c'est extraordinaire. Bref, mais ce qui est intéressant, d'ailleurs, je ne peux pas résister au fait de vous mentionner cette petite info. C'est un Français qui a eu l'idée de mettre de la publicité dans un journal. C'était en 1836. Le nom de ce mania de la presse m'échappe. Mais si vous cherchez, vous allez sur Wikipédia, Histoire de la publicité, etc., vous retrouvez le nom de cette personne qui s'est dit, en fait, les journaux à l'époque sont assez élitistes, parce que déjà, qui dans une France qui est, on va dire, dans les contre-coups de la révolution industrielle, avec donc de l'exode rural de masse, de gens qui vont travailler dans des usines 14 heures par jour, qui a le temps de lire le journal, qui a aussi le niveau intellectuel pour lire des journaux qui traitent de politique ou autre chose. Et le mec s'est dit, moi je veux faire un journal qui est plus populaire et le vendre à plus de gens, et donc je vais baisser le prix, et pour baisser le prix, je vais mettre des encarts de publicité dans le journal en question. Et effectivement, ça lui a permis de vendre son journal beaucoup moins cher que les concurrents, et bien sûr ça a provoqué un tollé chez les gens qui étaient ses prédécesseurs dans le monde de la presse, qui trouvaient que c'était déjà une forme d'avidissement, je vais pas dire de populisme parce que ça serait anachronique, mais voilà. Et donc pour revenir à cet exemplaire du New York Tribune, il y a plein de publicités. J'ai trouvé une publicité pour des laceuses de luxe, laceuses and embroidery, donc des magnifiques drapés, des dentelles et des broderies, etc. Vous avez plein de trucs, des bijoux, des trucs plus ou moins locaux pour de l'immobilier. Il y a toute une partie du journal qui est consacrée d'ailleurs à l'état de la real estate. Voilà, c'est vraiment sympa pour se replonger dans l'année 1919. Et donc, à la base, c'est un article qui s'appelle « How our state police has spurred their way to fame ». Donc, en gros, comment notre police d'État a... j'ai plus la traduction de spurred, mais bon, c'est tracé une voie jusqu'au sommet, voilà. A gravi son chemin jusqu'à la célébrité. Et donc, c'est un article qui revient sur donc, ce qu'on pourrait traduire par la police d'État, voilà, puisque c'est des state troopers, et en fait, à l'époque, c'est une création récente, parce qu'elle a été créée à moins de 2 ans avant l'écriture de l'article. Elle a été créée il y a 18 mois avant, si je me fie à l'article. Et bon, c'est vraiment un portrait dithyrambique. On nous parle de ces jeunes hommes courageux qui sont d'excellents cavaliers et qui tirent parfaitement, car les conditions de recrutement sont très très compliquées. Et voilà, on nous explique que les automobilistes récalcitrants au code de la route ne les aiment pas et leur ont trouvé plein de noms péjoratifs, mais que les enfants les saluent quand ils les voient au bord de la route. Enfin bon, on est vraiment sur le cliché, l'Amérique bien pensante en quelque sorte. J'avoue que je me suis pas du tout renseigné d'ailleurs sur l'orientation politique du New York Tribune en question,
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au milieu de cet article, qui est en fait très très long et découpé en petits paragraphes, enfin pas des paragraphes, mais des parties avec des sous-parties où il y a des titres en fait, il y a donc un passage qui s'appelle, qui est titré Where Crime Lurks, donc où rôde le crime, et je suis obligé de vous lire ce passage. Alors j'anticipe un petit peu sur la nouvelle. Non, vous savez quoi, je vais pas lire l'extrait tout de suite. On va le garder pour plus tard. Voilà, je vous ai donné juste le contexte de l'article, mais je le garde pour plus tard parce que ça va être en lien avec une des critiques que Joshi fait de la nouvelle en tant que telle. Et donc, on peut commencer par raconter l'histoire, peut-être plus en détail, au-delà du résumé. L'histoire nous est donc racontée par un ancien interne en médecine qui nous fait remonter. Je suppose que la nouvelle est censée... comment dire, le narrateur est censé nous parler depuis l'année 1919, et il remonte à l'hiver 1900-1901, où il était donc interne à l'hôpital, perdu dans ses nombreuses pensées sur est-ce que le rêve nous ouvre la voie vers une autre dimension, est-ce que les rêves sont plus réels que la réalité. Je vois Audrey qui a failli s'étouffer. Non, mais parce que je trouvais que mon eau avait un goût bizarre, je me suis pas rappelé que tu avais mis du citron dans mon verre, pardon. Bien que la plupart de nos visions nocturnes ne soient peut-être rien d'autre que de vagues et bizarres reflets de nos expériences à l'état de veille, n'en déplaise à Freud avec son symbolisme puéril, il en reste néanmoins dont le caractère dépaysant et éthéré ne permet aucune interprétation banale et dont l'effet vaguement provocateur et inquiétant évoque la possibilité de brefs aperçus dans une sphère d'existence mentale non moins importante que la vie physique, et pourtant séparée d'elle par une barrière pratiquement infranchissable. Narrateur qui s'est, je cite, souvent demandé si la majorité du genre humain prend jamais le temps de réfléchir à la signification, formidable parfois, des rêves et du monde obscur auquel ils appartiennent. Et donc, notre interne est tiré de cette rêverie parce qu'on amène à son hôpital un habitant des Catskills, on va revenir sur ce point, une région montagneuse de l'État de New York. Donc attention, hein, l'État de New York, c'est pas la ville de New York. Voilà, donc la plus grosse ville la plus proche, je crois que c'est Albany. Et en fait, cette personne, ce montagnard des Catskills, a commis un crime. Il a littéralement tabassé à mort un des membres de sa communauté, voire de sa famille, parce que en fait, ce montagnard est depuis plusieurs années très très bizarre, même au sein de son groupe ethnique, parce que en fait, il a des nuits très agitées et des propos incohérents, personne ne comprend de quoi il parle quand il se réveille. Voilà. Et donc, il est déclaré, après avoir été arrêté et puis étudié d'abord par les médecins, sur le coup, il est jugé irresponsable. C'est pas le terme ? Si, c'est irresponsable. Oui, irresponsable, ouais. Ok. J'avais un autre terme en tête. Il est jugé irresponsable par la justice de l'État de New York et il est donc placé dans cet hôpital psychiatrique où notre interne, fasciné par le sommeil, se prend d'un intérêt évidemment qui confine à la fascination et à l'obsession pour ce malade. Un malade qui s'appelle Slater, et c'est un nom que Lovecraft a trouvé dans l'article dont je vous réserve la lecture pour un petit peu plus tard. Voilà, Slater qui s'écrit... S. Alors oui, c'est marrant parce qu'en fait, il donne 2 orthographes et parce que dans l'article aussi, en fait, on explique qu'il y a 2 orthographes. Enfin, l'article essaie de retranscrire la prononciation, donc c'est Slater, S-L-A-H-T-E-R, qui serait la prononciation locale de Slater, donc normal S-L-A-T-E-R. Et ici, dans la nouvelle de Lovecraft, on a donc Slater, comme Christian Slater, quoi, voilà, hein, ou Slader, S-L-2-A-D-E-R. Ce qui est intéressant parce que j'ai l'impression que ça montre que Lovecraft essaie de faire référence aux origines néerlandaises du terme Catskill, parce que Slader, comme ça, avec 2 A, ça fait très néerlandais, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, Audrey. Je sais pas s'il y a un double A en néerlandais. Ok. Germanique, peut-être ? Nordique, en tout cas, c'est sûr. Ok, parce qu'en anglais, il y a rarement des double A. Je fais une recherche en direct. Et donc, c'est l'occasion pour moi de vous parler de l'étymologie du mot Catskill.
une étymologie d'origine néerlandaise, puisqu'en fait, on sait que ça a été découvert. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on dise ça, puisque la région était habitée par les natifs américains. Donc disons, je ne sais pas moi, redécouverte par les colons néerlandais qui occupaient ce qui allait devenir l'État de New York, à l'époque où New York s'appelait pas justement New York, mais New Amsterdam, hein, c'est étonnant. Et donc en fait, je vais vous retrouver l'étymologie dans mes notes. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, donc, c'est la transcription, aujourd'hui on l'écrit Catskill comme le cat des chats, hein, C-A-T-S-K-I-2-L-S, mais en fait c'est la transcription de Catskill, K-2-A-T-S-K-I-L, K-2-A-T c'est la version néerlandaise, donc hein, les deux A clairement, c'est néerlandais. Et en fait, kill en néerlandais ne signifie pas du tout tuer, comme en anglais. Ça désigne, c'est l'équivalent du mot creek. Alors creek ne désigne pas forcément une crique, oui je sais. C'est plutôt un petit ruisseau, qui peut aussi être parfois traduit comme creek ou comme baie. Donc catskill pourrait se traduire par le ruisseau au chat, ou la baie au chat, ou la crique au chat. Okay. Voilà. Alors perso, j'irais peut-être plutôt sur le ruisseau au chat parce que les montagnes vont être traversées. Enfin, techniquement, si c'est des montagnes, c'est pas vraiment une baie. Voilà, c'est un peu absurde, quoi. Donc, peut-être plus le ruisseau au chat. Et on n'est pas sûr de pourquoi le ruisseau au chat, en fait. Ça ferait peut-être référence à ce qu'on appelle en anglais des mountain lions, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle en français des cougars, que certains appellent aussi des pumas. En fait, c'est en anglais ils disent cougar, anglais américain. En français on dit puma, et le puma est l'équivalent du cougar en fait. C'est juste la version française, donc on s'y perd un peu. Surtout qu'il y a cette marque de basket américaine qui s'appelle Puma, donc c'est américain Puma. Hein. En tout cas c'est pas français quoi, tu vois. J'ai un doute, c'est pas le frère du mec d'Adidas qui a fait Puma ? Ah ok, peut-être. Et auquel cas ce serait allemand. Il me semble en fait que c'était les deux frères. Ok, ça expliquerait pourquoi ça s'appelle Puma et pas Cougar. Voilà, donc peut-être que c'est la présence des Cougars / Puma dans les montagnes qui fait que les Néerlandais ont choisi d'appeler ça le ruisseau au chat. Tout à fait, Puma c'est une entreprise allemande et je crois que c'est ça, c'était deux frères et il y en a un qui a fait Adidas et l'autre qui a fait Puma. Donc il s'avère que, pour revenir à notre histoire et à notre interne fasciné par le rêve, notre interne en fait c'est un bricoleur de génie, hein, puisque il a créé ce que Lovecraft appelle une radio cosmique, avec ironie bien sûr, qui est basiquement inspirée de la technique de la télégraphie sans fil. Alors je m'étais dit que j'allais vous faire une petite parenthèse un peu historique sur la télégraphie sans fil, sauf qu'en fait j'ai ouvert la page Wikipédia, mon cerveau a littéralement explosé. Ça m'a fait penser d'ailleurs à ce très cher Feldup, youtubeur que vous ne connaissez peut-être pas, encore que si vous vous intéressez à Lovecraft, vous aimez probablement peut-être l'horreur, et donc peut-être que vous devriez vous intéresser à la chaîne de Feldup, qui a fait récemment une vidéo, enfin un diptyque de vidéos, je crois que il y en a 1 heure, chaque vidéo dure 1 heure, consacré à des mystères liés au monde de la radio, et il a dû du coup apprendre beaucoup de choses sur la radio, et c'est vrai qu'en fait je parle de radio parce que la télégraphie sans fil c'est considéré comme l'ancêtre de la radio. D'ailleurs, vous connaissez peut-être une radio de jazz qui s'appelle TSF Jazz, et TSF c'est l'acronyme de télégraphie sans fil. Voilà, littéralement. Et donc en fait, l'élaboration d'une télégraphie sans fil, hein, j'insiste sur le sans fil parce qu'on a tous cette image du mec qui tape du code Morse, vous avez sans doute lu ou vu des Lucky Luke, des choses comme ça. Il y a je sais pas comment on appelle ça, un exemplaire, un épisode, un numéro de Lucky Luke, une des histoires. Un album, merci. Un album de Lucky Luke dont le nom m'échappe, mais qui est consacré justement à la compétition entre les deux compagnie de télégraphe. Alors je sais pas à quel point c'est basé sur une histoire vraie, parce qu'il y a une compagnie effectivement qui a été basiquement gérée par Morse, Samuel Morse, dont le nom a été utilisé pour nommer le fameux code Morse, bien qu'apparemment c'était inventé par son assistant,
Donc voilà, mais bon, l'assistant en brave employé soumis à son patron a appelé ça le code Morse. Et effectivement, Morse dirigeait une compagnie qui était la Western quelque chose, Western Telegraphic Union, un truc comme ça. Je ne sais pas s'il y avait une deuxième compagnie concurrente, comme dans l'album de Lucky Luke, mais voilà, on a cette image dans les westerns des poteaux télégraphiques, qu'on imagine un peu comme l'ancêtre du téléphone d'une certaine manière. Mais en fait, la télégraphie sans fil, c'est de base l'ancêtre de la radio. Il est question donc des fameuses ondes hertziennes. Et là, j'ai beau être musicien amateur, mais faire de la musique électronique et avoir des spectromètres sous mes yeux, pouvoir vous dire à quel type de son correspond à telle fréquence, en hertz ou en kilohertz. Là, vraiment, sur le côté radiophonique, mon cerveau a fondu devant la complexité des informations et la richesse du truc. Donc je vais juste me contenter de dire que le postulat de Lovecraft que son narrateur, en 1900-1901, avait fabriqué sur son temps libre d'étudiant en médecine, une radio cosmique, est un petit peu, un peu le trope alors peut-être pas du savant fou, parce que notre narrateur n'est pas fou, même s'il est surmené, c'est ce qu'on va apprendre dans la nouvelle, mais à défaut d'être un savant fou, il est quand même très très savant, parce que la première expérience de télégraphie sans fil réussie, elle date de 1895, elle a été réussie par un Italien qui s'appelle Guglielmo Marconi, voilà, qui va réussir donc dans les Alpes suisses durant l'été 1895, une première expérience. Voilà, il réalise en fait une liaison télégraphique sans fil, hein, j'insiste, sur une longueur de 2,4 km. Et ensuite, en 97, il va réussir la première communication en Morse sur 14 km entre une ville du Pays de Galles et une ville anglaise. Voilà, et ça c'est un petit peu, je sais pas, comme la première fois qu'on envoie une fusée dans l'espace, quoi. On est sur un truc qui n'est pas anodin en termes de prouesse technologique. Donc imaginez que 5-6 ans plus tard, un étudiant en médecine a fabriqué une radio cosmique qu'il a stocké comme ça parce qu'il a essayé avec des étudiants mais ça marchait pas trop. Bon, c'est quand même un étudiant en médecine qui est très 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 doué. Et donc, grâce à cette radio cosmique, notre narrateur va pouvoir rentrer en contact. Il a des très brefs échanges avec le patient, mais le patient étant présenté comme extrêmement demeuré et bovin par Lovecraft, les échanges sont bien sûr très limités. Il y a d'ailleurs cette idée qui traverse la nouvelle, qui est que ces visions dépassent tellement l'entendement que, de toute manière, Slater ne peut pas exprimer ce qu'il voit avec des mots qui sont appropriés, puisque ce qu'il voit ne correspond pas à ce que son cerveau serait capable de conceptualiser, d'imaginer, de comprendre, tout simplement. Mais grâce à cette expérience de radio cosmique, notre narrateur va avoir des visions, mais là je m'achemine déjà vers le dénouement, parce que, voilà, il va avoir droit à son ultime fenêtre d'opportunité pour avoir des visions avant que Slater ne meure, parce que l'état de Slater se dégrade au fur et à mesure de son hospitalisation. Le son d'une étrange mélodie lyrique fut ce qui m'éveilla. Accords, vibrations, extases harmoniques se répondaient passionnément de tous côtés, tandis que devant mes yeux ravis éclatait le prodigieux spectacle de la suprême beauté. Des murs, des colonnes et des architraves de feu vivants flamboyaient, brillant de mille feux autour de l'endroit où je flottais, semblait-il, dans les airs, se prolongeant vers le ciel jusqu'à la hauteur infinie d'un dôme voûté d'une indescriptible splendeur. Mais le problème, c'est que, en fait, peut-être que notre narrateur hallucine, parce que il nous a expliqué que dans la chambre, on avait donc Slater qui dormait. Alors pour info, ça se passe le 21 février 1901, c'est très précis. Slater dort, il y a un infirmier avec lui qui s'endort aussi, qui ne fait pas attention au fait que notre ami interne est en train d'installer sa radio cosmique, et le narrateur avoue lui-même qu'il a peut-être commencé à dodeliner un petit peu de la tête. Ce qui, évidemment, est un très bon ressort narratif pour nous dire que peut-être tout ça n'est qu'un rêve. Tout ça est, dans la grande tradition des récits fantastiques, quelque chose qui a l'air fantastique, mais qui en fait peut s'expliquer juste
par le sommeil du narrateur, par un trouble de sa perception, surtout que on nous a expliqué qu'il était surmené. Hein, c'est ce que lui a dit le directeur de l'hôpital, qu'il a dit tu devrais oublier cette affaire. Alors, est-ce que ces visions sont vraies ou pas ? Eh bien, spoiler, la réponse nous est donnée par la suite, puisque notre ami interne va se réveiller et il va découvrir que Slater agonise, mais alors qu'il a toujours la radio cosmique posée sur la tête, Slater va le regarder avec un regard flamboyant et une voix dans sa tête va lui dire « Joe Slater est mort ». Et là, en fait, l'entité cosmique qui habitait Joe Slater va lui faire un petit peu de exposition drop, parce que il faut quand même que le lecteur comprenne de quoi il retourne. Et a priori, c'est donc que c'est la vérité. Ou alors, notre narrateur est encore et toujours en train de rêver. Peut-être. Parce que on ne vous a pas tout dit. Évidemment, j'ai résumé cette nouvelle un peu comme ça, de façon très très grossière. On a une construction progressive. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'en fait, Slater est interné au bout de 3 pages, en fait. Ce qui fait que, voilà, ouais, c'est pas tout à fait la moitié. Mais voilà, on n'a plus que 5 pages pendant lesquelles on a vraiment l'enquête directe du narrateur qui raconte l'hospitalisation et son questionnement et ce qu'il essaie de faire. Et en fait, je m'étais dit qu'en termes de structure, c'est assez marrant parce que au départ, c'est presque comme si le narrateur ne fait pas partie de l'histoire vraiment, en fait. On a beaucoup d'expositions. Parce que là encore, je vous ai résumé le truc en disant le mec a tué un de ses proches, mais en fait, après, il a été se cacher dans la forêt. On nous explique bien que, en fait, comme ça se passe quand il dort ou quand il se réveille, c'est un peu comme s'il avait une double personnalité en quelque sorte. Et que, en fait, après, quand il est interrogé par la police, c'est pareil, il se rappelle de rien, etc. Donc on a ce contexte qui est donné à la fois sur la communauté de Joe Slater, sur le fait que ça remonte à longtemps, puisqu'on explique que c'est une condition qui a évolué vers ce premier climax de tuer quelqu'un, mais que ça fait des années qu'il a ces rêves très étranges, ces terreurs nocturnes. Alors c'est pas tout à fait des terreurs, parce qu'il a pas l'air terrorisé, mais quand il se réveille, il est plutôt furieux que apeuré d'ailleurs. Et ça nous permet de comprendre qu'il est question que dans son rêve, il est une entité qui en veut à une autre entité. Voilà. Et on nous explique aussi, bien sûr, qu'il a eu des attaques qui continuaient lorsqu'il était hospitalisé. C'est pour ça que je dis que la scène de la Cosmic Radio, c'est l'apogée de la nouvelle. Parce que, d'ailleurs, c'est marrant que notre interne ne s'empresse pas plus vite d'utiliser la radio, mais je suppose que ça permet un petit peu un crescendo. Crescendo qui fonctionne bien, je trouve, puisque Joe Slater est en train de mourir. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que Lovecraft a anticipé le fait que on allait considérer que tout ça c'était juste, bien sûr, un rêve, une hallucination du narrateur, puisqu'on nous a très astucieusement dit qu'il était surmené, et qu'il nous a très astucieusement dit qu'il s'était endormi, puisque après nous avoir raconté cette voix dans la tête qui lui dit que Joe Slater est mort, le narrateur nous explique que son supérieur hiérarchique à l'hôpital lui dit qu'il est juste, en gros, à bout de nerfs, et il lui accorde un congé de 6 mois quand même. Hein. C'est beaucoup, un congé de 6 mois en 1900-1901. Est-ce que c'est un congé sans solde ou un congé payé ? Je ne sais pas. Mais ça fait beaucoup. Et donc, anticipant le doute du lecteur, le narrateur nous dit « De peur que vous ne me preniez pour un témoin prévenu », ce qui est un peu bizarre, je pense qu'il y a un problème de traduction là. « De crainte que vous ne considériez mon témoignage comme biaisé ». C'est mieux. Tu sais, je te disais, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux versions françaises, mais en fait, si. Ouais, je veux bien que tu lises la version de Nemos du coup. De crainte que vous considériez mon témoignage comme biaisé, je laisse le dernier mot à une autre plume que la mienne. Peut-être vous livrera-t-elle ce dénouement que vous attendez tant. Permettez-moi de citer verbalement la déclaration suivante, relative à l'étoile Nova Persei et tirée de l'article de cette sommité en astronomie, le professeur Garrett P. Service. Le 22 février 1901, une nouvelle et merveilleuse étoile fut découverte par le docteur Anderson d'Édimbourg, non loin d'Algol.
C'est la première fois qu'une étoile est observée dans ce cadran de l'espace. En 24 heures, l'étrangère était devenue si brillante qu'elle éclipsait Capella. Une semaine ou deux plus tard, elle avait beaucoup perdu de son éclat, et quelques mois seulement après, elle était à peine perceptible à l'œil nu. Une citation qui est... Véritablement dans un bouquin scientifique. Tu le sais ? Je l'imagine. Je trouve ça assez évident. Et effectivement, en fait, et ça c'est Joshi qui l'explique dans I Am Providence, c'est le verbatim d'un bouquin qui s'appelle Astronomy with a Naked Eye, donc l'astronomie à l'œil nu, du fameux professeur Service. Et en fait, ça c'est vraiment très cool. Donc Joshi nous dit cette nova était vraiment un événement remarquable pour l'astronomie moderne et en gros même si cette découverte prédatait l'intérêt du Lovecraft juvénile pour l'astronomie, aucun doute que c'était encore beaucoup débattu dans les publications pendant la première décennie du XXe siècle. Voilà. Donc bon, après, les plus tatillons feront remarquer que, évidemment, en raison de la distance en années-lumière entre Algol et la Terre, bon, en fait, la lumière en question, la supernova, datait de bien avant 1901. Mais bon, on pardonnera à Lovecraft cette petite approximation. Moi, je trouve ça excellent qu'il ait été chercher donc un vrai truc et qu'il est rétro-calé. Ça porte un nom d'ailleurs, c'est la rétro-cohérence ou je sais plus, ça porte un nom. Ouais, c'est rétrofit, je crois. Rétrofit narrative, c'est utilisé dans certaines œuvres de fiction, dans certains jeux vidéo. Et en fait, je trouve ça cool qu'il ait construit sa nouvelle autour du timing réel de l'événement. Ce qui m'a fait penser à quelque chose que tu m'avais expliqué sur l'utilité des éditeurs, au-delà du fait de publier un bouquin et de l'éditer, qui était le fait d'aller vérifier, par exemple, si vous écrivez un polar et que le personnage doit prendre un avion, vérifier que le calendrier des vols est bien fidèle à ce qui serait si ça se passait à la date choisie par l'auteur, quoi. Oui, ou quand on a un auteur non parisien qui nous explique que son personnage doit se rendre à Bordeaux et que donc il prend son train gare de l'Est. Ah, mais là, c'est juste un mec qui est mauvais en géographie, parce que Bordeaux, c'est pas à l'Est, quoi. Ouais, mais où ils le font partir d'une autre gare de Lyon, je suis là. Non, mais je taquine. Et surtout que faire, mettez des numéros de train cohérents, c'est pas très compliqué à chercher, ça. S'il vous plaît. Ouais, mais la SNCF emploie combien de gens ? 150 000, quelque chose comme ça ? À peu près. Oui, donc ça fait que, comme sur 70 millions de Français, sans compter les francophones de Suisse et de Belgique, il y a 70 millions de personnes qui connaissent pas la numérotation des trains et qui vont pas remarquer que c'est faux. Ah non, mais même avant d'être à la SNCF, quand je voyais un numéro de train, je recherchais si c'était le bon, tu vois. Oui, alors est-ce qu'on a le chiffre des ferrovipates sur le territoire français ou dans la francophonie européenne ? Bon, je veux bien qu'on inclue les Québécois, mais je sais pas si les Québécois ont quelque chose à foutre du système ferroviaire français. Oui, je pense. Ouais, je pense que... Je ne sais pas. Vous nous direz si vous êtes Québécois. Audrey, qu'as-tu pensé de cette nouvelle ? Eh ben, je l'ai bien aimé. Ok. J'ai bien aimé que ce soit que le narrateur soit pas le personnage principal. Oui, ça nous change. Ça nous change un petit peu. Enfin, si, il est... Ouais, il est quand même un peu le personnage principal quand tu vois la manière très condescendante dont la narration... Condescendant, c'est même pas assez fort. Oui, mais c'est l'histoire de Joe Slater, en fait, qui nous intéresse. Il va la tourner à son avantage, mais en fait... Le protagoniste principal, je pense que c'est quand même Joe Slater et que... Toi, tu le vis comme ça ? Ouais. Que notre narrateur, d'ailleurs, dont on n'a pas le nom, n'est là que un peu pour se faire mousser sur son dos à lui, mais que c'est son histoire avant tout. Alors, on a souvent des narrateurs qui n'ont pas de nom chez Lovecraft. Par exemple, le narrateur de Dagon, narrateur et protagoniste de Dagon, est anonyme. Je prends cet exemple-là parce que c'est celui qui me vient, mais Polaris aussi, enfin... En gros, voilà. Non, et puis là, ça vient aussi du fait qu'il n'y ait pas de dialogue direct et que ce soit que du discours rapporté. Parce que sinon, quand son chef de service le met en congé, il lui dirait Monsieur Anderson, vous êtes. Non, c'est le nom du. Mr. Anderson. C'est le nom de l'astronome qu'a trouvé Dr. Anderson d'Édimbourg. C'est pour ça que c'est le premier nom qui m'est venu. Dr. Anderson, vous êtes fatigué, prenez 6 mois de vacances.
Et du coup, comme là, c'est lui, en fait, qui rapporte ce discours-là, il va pas s'autociter. Mais... Donc ouais, le fait que le protagoniste ne soit pas le narrateur, on est toujours un petit peu sur le même thème. Là, voilà, on nous parle de rêves, de non-terriens, de tout ce genre de choses, de choses obscures. Mais je trouve qu'il le fait d'une manière un petit peu différente des autres nouvelles. Moi, j'avais un peu tendance à me lasser en me disant, oui, c'est toujours la même chose. Faire des nouvelles de 5 pages à chaque fois, si c'est pour toujours nous raconter la même chose, c'était peut-être pas la peine. Ouais. Là, non seulement elle est un tout petit peu plus longue, on est à chiffre mirobolant de 10 pages. Oui, mais il y a beaucoup d'infos dans ces 10 pages, quoi. Oui, c'est ça, c'est très dense et il y a beaucoup de ces précédentes nouvelles où j'avais l'impression qu'ils se répétaient, que non seulement c'était des nouvelles assez courtes et où c'était très redondant, et là, non, vraiment, on va de l'avant. Ça commence par, on nous amène un patient, voici qui il est, voici ce qu'il a fait, voici ce que moi je vais faire. Voici comment je le vis, et la fin. Oui, je trouve que c'est presque alors, je vais dire un whodunit. Non, du coup, mais il y a un côté presque policier, puisque à la base, c'est un fait divers, quoi. Enfin, c'est un fait divers. C'est un homicide. La question, c'est est-ce qu'il est fou ou pas fou ? Et, non, parce que visiblement, à part le narrateur, tout le monde a tranché. Oui, il est fou, il est responsable, etc. Je me rappelle plus du terme qui est utilisé par les autorités médicales, mais délire paranoïde ou quelque chose comme ça. Mais la question du narrateur, c'est est-ce qu'il est juste fou ou est-ce qu'il a vraiment accès à une autre réalité ? Mais le fait d'aller rentrer en détail dans le passé de Joe Slater en nous expliquant le côté progressif de ses visions qui se répètent, en nous expliquant ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'après son meurtre, il part se cacher dans la montagne et que les gens du village décident de l'y laisser en se disant il va mourir parce que c'est l'hiver, donc il va mourir de froid, mais qu'au bout de plusieurs jours, comme ils l'entendent hurler au loin, ils se disent bon, on va quand même faire j'ai plus le terme, une battue, en gros pour aller le retrouver parce qu'il est dangereux, donc il va revenir, et que la battue se transforme en battue de State Trooper, justement, parce que ce qui pour le coup est un anachronisme du coup, puisque les troopers ont été inventés en 1917. Si mes calculs sont bons, parce que 18 mois, l'article du New York Tribune date d'avril, donc voilà, à peu près 1917. Donc c'est un petit anachronisme de la part de Lovecraft. Et donc la battue devient une battue officielle parce que des troopers voient les gens et leur disent ok, mais vous faites quoi ? Ah, on cherche Slater, d'accord, il a tué quelqu'un, bon on va aller l'attraper avec vous. Et que une fois à l'hôpital, il a à nouveau des crises, etc. Donc on a cette progression, on a du contexte, le fait qu'ils essaient d'interroger Slater et qu'il décrit plus ou moins maladroitement ses visions, ça permet en fait alors, le terme de foreshadowing serait un peu excessif vu que comme tu dis la nouvelle fait 10 pages, mais ça permet de construire brique par brique l'univers qui va nous être révélé lors de la vision finale du narrateur avec sa radio cosmique. Et je pense qu'il y a une autre explication au fait que j'ai beaucoup aimé la nouvelle. Okay. C'est qu'en ce moment je suis en train de me refaire l'intégrale de Dr House. Okay. Et du coup je me suis dit c'était un petit peu le même cadre. Tu vois, un médecin qui accueille un patient qui normalement n'a rien de bien fou, et le médecin qui se dit non, je vais quand même creuser parce qu'il y a un truc chelou. Voilà, il manquait plus que Foreman qui dit non mais c'est un redneck, on le laisse crever dans son coin. Chase qui s'en fout et Cameron qui fait les yeux doux parce qu'il a besoin d'être aidé. Mais je trouvais qu'on était un petit peu dans la même ambiance, et c'est peut-être pour ça, je pense, que j'ai autant apprécié cette nouvelle. En parlant de redneck, je pense que Howard Philip Lovecraft ne les aimait pas beaucoup, ce qui peut se comprendre parce que, bon, à part Donald Trump, je ne sais pas qui aime les rednecks aux États-Unis, et que c'est pour ça qu'il lui a donné le nom de Slater. Oui, alors attention, parce que ça se passe comme dans l'état de New York, donc techniquement, c'est pas un redneck. Oui, c'est vrai. Les rednecks, c'est dans le sud. C'est dans le sud. Mais bon, en tout cas, il est pas... même son nom n'est pas très amélioratif. Je ne sais pas ce que signifie Slater. Enfin, si, ça signifie acteur dont la fin de carrière a obligé à jouer dans un film qui s'appelle Alone in the Dark, qui est basé sur un jeu vidéo qui est basé sur Lovecraft et sur le jeu de rôle Appel de Cthulhu, mais qui est un très mauvais film réalisé par Uwe Boll. Oui, aussi. Donc, le premier sens, c'est couvreur. Ok. Donc, ça va. D'accord. Mais le deuxième sens, c'est cloporte. Ok. Ça, c'est marrant. C'est marrant, et écoute, ça fait partie des... On va pouvoir enchaîner.
Ça fait partie des choses que reproche Joshi à la nouvelle, qui trouve basiquement que c'est pas... comment dire, c'est... There are some powerful conceptions in this story, but on the whole it is marred with still prose, confusion in critical points of plot and conception, and a vicious class consciousness. Alors, la stilted prose, j'avoue, je vais vérifier ce qu'il entend par stilt parce que je suis pas convaincu. Guindé. Oui, bah c'est du Lovecraft, quoi. Enfin voilà, effectivement. Mais moi, ça m'a pas frappé, je trouve qu'elle est bien écrite, en fait. Oui. C'est pas... En fait, à aucun moment, tu t'arrêtes pour te dire « Oh, la tournure de cette phrase est magnifique », mais à aucun moment, tu te dis « Oh, c'est empoulé ». Moi, ce qui m'a juste frappé, c'est évidemment le vocabulaire antiquarian, comme d'habitude, de Lovecraft, avec des mots comme immundane. Autant mundane, c'est littéralement un truc très commun qu'on voit encore aujourd'hui, autant immundane, j'ai jamais entendu quelqu'un employer le mot immundane dans un roman, ou terracreus aussi, pour désigner le fait que c'est terrestre en gros. Voilà, c'est vraiment une langue qui est encore marquée un peu de ces georgianismes en fait, hein, tout simplement. Voilà. C'est à quel moment dans le texte que j'essaie de trouver comment ça a été traduit, parce que ça me... J'ai pas vu de mots qui m'ont choqué en lisant les différentes versions françaises, donc... Donc, par exemple, immundane, c'est juste après la petite punchline sur Freud, un punchline qui fait bien sûr très plaisir au passage. Tout à fait. Donc il dit « N'en déplaise à Freud et à son symbolisme puéril. There are still a certain remainder whose immundane and ethereal character permits of no ordinary interpretation. » Il n'en demeure pas moins que plusieurs d'entre elles sont d'une nature si étonnante et si éthérée qu'elles requièrent plus d'une simple explication. Voilà, étonnante. Ouais. Mundane, c'est ordinaire en fait. Tu vois, c'est ce qui est commun. C'est ce qui est mondain, mais pas dans le sens actuel, quoi. Donc, Terracreus, c'est à la fin de cet énorme paragraphe introductif, quand il dit « I believe that this less material life is our truer life, and that our vain presence on the Terracreus... » J'ai dit Terracreus un peu là. Terracreus... Je ne sais pas prononcer ce mot. C'est vrai ? Globe. Terracreus ? C'est comme... Ouais, c'est Acreus, comme un peu dans Aqueux. Et ça termine comme Villainous. Oui, mais c'est le QUE, tu vois. Parce que oui, Villainous, tu vois. Mais Terracreus, je sais pas si tu dis Cree, comme c'est un E, et souvent les E en anglais vont se prononcer comme des I. Je vais regarder l'alphabet phonétique. Voilà. Bon, on part dans un niveau de technicité là, j'espère qu'on n'a pas perdu tout le monde. Hey boy. J'ai pas fait alphabet phonétique anglais, moi. Terracreus. Terracreus. Donc il prononce bien le E comme un I à la fin. Creus. Qui est traduit par terrestre, c'est ça dans la version française ? Il me semble parfois que cette vie moins matérielle est notre vie véritable et que notre vaine présence sur le globe terrestre est le phénomène secondaire, voire virtuel. Donc c'est terrestre, quoi. Ouais. Non, moi je trouve ça plutôt bien écrit en fait. Hein, comme quand, juste après il dit... alors je vais pas lire la traduction française, désolé pour mon accent, mais... vu qu'on a deux traductions françaises sur la table et que j'ai l'original, voilà. Mais après, selon paragraphe, il dit « It was from a youthful reverie, filled with speculations of this sort, that I arose one afternoon in the winter of 1901. » Bah voilà, juste, il aurait pu dire « It was from a reverie, filled with speculations of this sort. » Mais il dit « From a youthful reverie ». C'est ce genre de petite nuance qui... donne plus de musicalité à la langue, je trouve, et donne aussi plus de nuances sur l'aspect purement... la narration sert à transcrire des informations, c'est-à-dire que là, il porte un jugement sur les mêmes, c'était une rêverie juvénile. Après, c'est l'impression qu'il est critique, peut-être parce que la nouvelle est censée avoir été écrite... Enfin, le narrateur est censé parler, je pense, de façon contemporaine à Lovecraft, à la date d'écriture et de publication de la nouvelle. Donc, en gros, il nous parle depuis 1919. C'était donc il y a 18 ans qu'il s'est passé cet événement, et dit c'était une rêverie juvénile. Moi je trouve ça vraiment bien, mais voilà, pour revenir sur les rednecks et sur la vicious class consciousness que Joshi évoque, il se questionne déjà sur le choix des 4 skills, et il dit en fait c'est pas un endroit que Lovecraft connaissait parce que il n'y a jamais voyagé, même s'il va passer pas loin, mais plus tard. Et en fait il explique qu'un journaliste amateur, on revient toujours à ce milieu,
Lui, il connaissait la région, et c'est le fameux journaliste amateur, donc je vais écorcher le nom, parce que c'est Ho Hong, je crois, donc H-O-A... Il n'y a pas de N. H-O-A-G, quelque chose comme ça, qui est justement un très vieux monsieur, puisqu'il est mort à 96 ans, et qui en avait déjà genre 80 à l'époque où il fréquentait le milieu de journalisme amateur et où Lovecraft échangeait avec lui. Un très vieux monsieur pour lequel, à chaque anniversaire, Lovecraft faisait un petit mot, comme ça, un petit tribute, un petit texte en hommage, et lors de l'épisode précédent sur The Green Meadow, je vous expliquais que Winifred, on trouvait très peu de ses œuvres sur Wikisource, mais en fait, une des 2 seules œuvres qu'on trouve, à part ceux qui ont été ghostwrités par Lovecraft, c'est donc ce fameux poème dont on vous avait parlé, et aussi un petit mot qui est aussi un tribute à ce même Monsieur Hogg, pour un de ses innombrables anniversaires de octogénaire, etc. Voilà, donc la boucle est bouclée, mais en fait, moi je m'en fous un peu de... Enfin, pour moi, l'explication de pourquoi ça se passe dans les Catskills, c'est pas est-ce qu'il connaissait la région ou pas machin, c'est ce fameux article. Je vous traduis ça au débeauté, mais Joshi nous dit la vraie raison, peut-être, pour laquelle Lovecraft a choisi cette aire géographique, c'est que ça lui permettait d'exprimer son snobisme un snobisme basé simultanément sur la classe, la région géographique et l'intellect, puisque les imaginations folles de Slater sont vues comme tellement anormales pour un mec du fond des bois qu'il leur faut une explication surnaturelle. Pour toute la prétention qu'avait Lovecraft d'avoir grandi dans un milieu quasi rural, puisque je vous renvoie à ce qu'on expliquait sur Providence à l'époque où Lovecraft y a grandi, la proximité avec les parties non déboisées, etc. On dit pas déboisé, c'est un autre mot que je cherche. Défriché, enfin Défriché, bon, bref. ratiboisé. Déforesté, on dirait sinon, quoi. Mais c'est plus pour la déforestation, tu vois, pour le côté c'est pas bien. Ouais. Là, on parle juste de couper du bois pour installer une petite ville en laissant les bois autour. Bref. Donc je vous ai parlé de la proximité entre les maisons, la partie urbanisée de Providence à l'époque où vivait Lovecraft, et les champs et les forêts, pas complètement sauvages, mais laissés quand même pas mal à leur... je ne vais pas faire des phrases françaises aujourd'hui, donc laissés à leur liberté végétale. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, pour toute la prétention qu'avait Lovecraft d'avoir grandi dans un milieu quasi rural, les tournures de phrases de la nouvelle sont le mépris d'un citadin pour un campagnard crude and ignorant et crude, brut, quoi. Quar. Non, pas quar. Ah oui. Quar, c'est lâche. Ouais. Crude, c'est genre, c'est cru, c'est brut, quoi, mais pas brut forcément brutal, mais bref, voilà, quoi. Brut de décoffrage, mais genre brut au sens un peu bébête, au sens plus proche de la nature que de la culture, quoi. Tu vois ? Oui, je trouve pas le mot français que je cherche. Bah, je vais te le donner, en fait, c'est... Alors, tu peux le traduire par brut, tu peux le traduire par grossier. Voilà, c'est ça. Grossier, rudimentaire, vulgaire. Alors, oui, effectivement, ça fait partie des choses que j'avais notées à ma première lecture, c'est l'élitisme Lovecraftien, parce qu'en fait, les visions... Alors moi, c'est pas le truc... il faut une cause surnaturelle, c'est que les visions du gars sont jugées géniales, en fait. Quand le narrateur les décrit, des fois, t'as l'impression qu'il parle d'un poète qui a imaginé ces visions. Et bien sûr, le narrateur se demande comment un crétin des Alpes, en fait, comme Slater, peut accoucher de visions aussi géniales. Et l'implicite, qui est, je pense même involontaire de Lovecraft, c'est qu'il est génial d'avoir imaginé ces visions cosmiques, en tant qu'auteur, en fait. Moi, j'ai des grandes visions, je fais des rêves éloquents et j'imagine des trucs, des océans d'espace avec des architraves de feu. Et ça, c'est génial. Ça, c'est le vrai talent, vous voyez. Donc, ce personnage a des visions géniales. Parce que c'est moi qui ai conçu les visions. Et on a aussi, d'ailleurs, une autre marque de mépris. Là, donc, pour l'instant, je me contente d'aller dans le sens de Joshi. Hein. On a eu aussi une sorte de mépris quand il explique que, en fait, les médecins estimait que, comme les Slater, parce qu'en fait c'est un nom, quasiment un nom ethnique où t'as l'impression que tous les montagnards locaux s'appellent Slater, tous les membres du village s'appellent Slater, quoi. En fait, comme ils savent ni lire ni écrire, en fait, Joe Slater n'a pas pu trouver ses idées dans des textes, dans des contes de fées, dans des légendes, même dans des magazines pulp ou quoi. Alors oui, très bien, mais les traditions orales,
Genre, les Slater dans les montagnes des Catskills, ils se racontent pas de légendes et tout, quoi. Ouais, Enfin, c'est ce que j'allais dire, ça c'est pas cohérent, puisque justement le conte, ça vient d'une tradition orale, et c'est pour ça qu'il y a autant de versions. C'est parce que chaque village avait sa propre version du conte, et bien avant que les gens sachent lire et écrire en majorité, donc là, cet argument-là, il fonctionne pas. bah oui, c'est vraiment... ils voulaient faire rentrer le mystère au forceps. Dire, ah bah, il n'y a pas de cause logique à ce que Slater ait cet imaginaire-là. Là, il nous aurait dit, il est sourd et aveugle, donc il n'a jamais pu être confronté à un conte, ok. Ouais. Parce que je sais pas si on peut raconter vraiment beaucoup d'histoires. Bah, sourd et aveugle, là, tu vas Sourd un et peu loin, aveugle. ça fait beaucoup, quoi. Ouais, C'est que l'un ou l'autre... Ouais, voilà. Mais là, les deux, du coup, on est dans le cas d'Helen Keller, et du coup, on communique par le toucher, et du coup, pour raconter des contes, je sais pas trop comment ça se passe. Mais là, on n'est pas... Oui, mais Helen Keller, elle vivait à quelle époque? Début 19, je crois. Début 20e. Mais ça veut dire que son entourage a appris. Enfin, il faut que la personne élabore avec son entourage un système de communication et qu'ensuite les gens fassent l'effort de traduire, entre guillemets, C'est ça. les mots classiques. Donc ça fait beaucoup, quoi. Elle est née en 1880 Ok. et morte en 1968. Et qu'est-ce qui fait que tu connais cette personne? C'est parce qu'elle a elle-même écrit après des choses ou... En fait, ouais, c'est une personne qui est très connue, parce qu'en fait, elle était sourde, muette et aveugle. Ok, il y a vraiment des gens qui n'ont pas de bol dans la vie. Ouais, et bah, ses parents étaient un petit peu désespérés. Ils ont réussi à faire venir quelqu'un, en fait, qui avait au point une technique de communication par le toucher. Ok. Ça lui a sauvé la vie, et du coup, Helen Keller, elle était... Audrey est émue. Je le précise pour nos auditeurs. Elle était autrice, conférencière et militante politique. En fait, elle a réussi à aller à l'université et à avoir un diplôme, Ok. alors que c'était pas gagné au départ, quoi. Alors qu'elle était aveugle, sourde. Et muette. Ouais, sourde et muette, en général, ça va ensemble, quoi. Mais ok, Alors non. aveugle et sourde. Ah bon? C'est pas la majorité, vraiment. Ah ouais? Ouais. Ok. C'est en fait, on fait un raccourci en général quand on dit sourd et muet. Ouais, c'est le groupe des... C'est ça, alors que c'est pas du tout les mêmes troubles ni les mêmes. Le groupe des handicaps sonores, quoi. Phonétique, phonatoire, donc sonore pour nous, ce qu'on entend nous. dans Les notre- handicaps ORL, en tout cas, ouais. Ouais, voilà. Elle était peut-être pas muette, en fait. Sa page Wikipédia, Bah. Wikipédia dit que non. De toute manière, si t'es sourde et aveugle, avant de parler, enfin, par C'est définition, ça. pour apprendre à parler, Mais, tu peux faire gagueguigogu, mais pour apprendre un langage, il faut entendre le langage de tes parents. Donc, si tu peux oui. pas l'entendre et que tu peux même pas le lire, C'est ça devient ça. compliqué, quoi. Mais je pense qu'en fait, moi, ça me... Oui, son autobiographie, sourde, muette, aveugle, l'histoire de ma vie, c'est bien ça. Et moi, c'est un texte que j'ai découvert à l'école en CE2. C'était dans notre Wow. livre de lecture, et c'est un cas qui m'a marqué, voilà, jusque 25 ans après. Hmm. Je me rappelle encore de cette personne. Ok, t'as lu son livre, par hasard? Non. Ok. Tu Non, trouves je pense ça- que ça c'est dur trop dur pour mes capacités émotionnelles. Ouais, mais comme elle s'en est sortie et qu'elle est devenue une Oui. figure, ça peut être inspirant aussi, quoi. Mais... Et du coup, sa professeure, c'était Anne Sullivan. Du coup, je voulais faire un petit erratum, parce que j'ai refait des recherches, et effectivement, Helen Keller était sourde et aveugle, suite à une congestion cérébrale quand elle avait 1 an et demi, Ok. mais elle n'était pas muette. Le titre de l'autobiographie que j'ai donné, c'est juste pour le titre français, puisque en France, notamment, on considérait que la surdité s'accompagnait automatiquement de mutité, ce qui n'est pas le cas, comme je disais précédemment. Donc voilà, elle était en capacité de parler, et en plus, elle parlait la langue des signes. En étant aveugle? En Ouais. fait, elle pouvait s'exprimer. Elle pouvait signer, mais du coup, elle Mais ne... attends, c'est super chaud d'apprendre à signer quand t'es aveugle. Oui. Ah, mais c'était une personne assez extraordinaire, hein, vraiment. C'est... Et il y a même, du coup, enfin, voilà, elle oralisait aussi, et il y a plusieurs de ses discours qui ont été filmés, Ok. parce que voilà, elle était assez fâchée et assez virulente en politique, donc elle a fait pas mal de discours assez fâchés. Et du coup, il y en a plein, ouais, il y en a plein. Quelques-uns qui ont été filmés. Parce que À moi, quelle époque? bah, elle est morte en 1968, donc Mais elle avait quel âge? elle avait 88 ans. Ah ouais, elle a bien vécu, quoi. Ouais, Ok, Donc, donc elle je avait pense, la ouais. quarantaine dans les années 1920, dans les années folles, quoi. c'est ça. Et du coup, je pense que ces discours, ils datent un petit peu plus des années 50, 60. Donc voilà, à une époque où tout n'était pas filmé, mais où on avait de plus en plus de choses retranscrites sur image. Super intéressant, merci. Mais je t'en prie. Donc, je rejoins partiellement Joshi parce que voilà, l'élitisme, le frère-tien, le mépris pour, enfin, le mépris, la tâche aveugle de dire on va pas prendre en compte les traditions orales et tout.
Bien sûr, je l'ai remarqué, donc je veux bien qu'on dise qu'il y a un problème de conscience de classe, et rappelons, un problème de... Là, j'ai l'air de parler comme un gauchiste. J'essaie de pas porter de jugement. Je reprends les termes de Joshi. En fait, moi, je raisonnerais pas forcément en termes de conscience de classe dans le cas d'une personne qui est certes issue de la gentry, hein, on va rappeler ça au sujet de la famille de Lovecraft, mais qui est en situation de déclassement assez violent, qui ne travaillait pas, alors que déjà c'était le seul homme de la maison. Ça, si on en a parlé à l'épisode précédent, au moment de l'internement de sa mère, mais que Lovecraft était élitiste, c'est sûr, mais pour moi, je pense que c'est plus un élitiste intellectuel, en fait, que de classe, puisqu'il y a cette fameuse anecdote que je vous avais déjà racontée, où genre, je crois que c'est à la bibliothèque municipale, il a croisé quelqu'un qui était un prolo, un petit jeune, et il l'a ramené chez lui pour lui montrer des livres, en fait. Donc même si j'entends les plus à gauche d'entre vous me dire « Oui, mais c'est le white savior », sauf que là, c'est pas le white savior, c'est le rich savior ou le bourgeois savior. Oui, mais le mec, au moins, était prêt à partager sa connaissance avec des gens qui n'étaient pas de sa classe. Et toute sa posture au sein du milieu du journalisme amateur, c'était d'être certes élitiste quant à la forme, notamment parce qu'il était obsédé par l'anglais de 100 ans auparavant, et de vouloir un peu l'imposer aux autres. Il était un peu prescriptiviste, on va dire, en matière de grammaire. Mais au moins, il voulait pas le garder pour lui. En fait, il était prêt à évangéliser le monde pour ça. Donc je nuancerai cette histoire de classe. Et surtout, le gros point que je voulais amener, et là, on va revenir à ce fameux article sur la State Police new-yorkaise, et surtout à ce passage « Where Crime Lurks », qui explique aussi pourquoi Lovecraft a choisi les Catskills. Je vais vous lire le passage, vous allez voir. Et après, j'expliquerai pourquoi c'est important. Vous allez comprendre, quoi. Voilà. Les habitants de New York savent que les Catskills sont magnifiques, mais aucun d'entre eux n'a jamais pris le temps de se demander quel genre d'indigène cette région accidentée, fortement boisée et mal desservie en route peut engendrer. Les gens riches parlent de la grandeur des Adirondacks, mais ils n'ont aucune idée de la condition primitive de ceux qui y vivent année après année. À 40 miles d'Albany, il existe des colonies de montagnards vivant dans des conditions plus primitives et dégénérées que celles des montagnards du Kentucky, auxquels les églises et les bonnes gens de la ville envoient chaque année des fonds. Dans les Catskills, souvent à moins d'1 heure de cheval des routes d'État, vivent les Slaters. Apparemment, c'est la prononciation locale du nom de famille Slater, d'où sont issus de nombreux montagnards. Les cavaliers gris, suivant des pistes obscures, sont tombés sur des petits groupes de cabanes souillées par les intempéries, dans lesquelles les habitants maigres et à la peau jaune se sont cachés à leur approche comme des écureuils effrayés. Les State Troopers ont apporté à ces petits groupes dégénérés le premier avant-goût de la loi et de l'ordre qu'ils ont eu de toute leur existence. Poly Hollow, au fin fond des montagnes, compte une population de 250 Slaters. Aucun d'entre eux ne sait ni lire ni écrire. Aucun d'entre eux n'a de religion. Ils n'ont d'autre loi que la primitive loi du plus fort. Le mariage n'existe pas. La fidélité à une seule femme n'existe pas. Ils troquent et échangent leurs compagnes aussi librement que leurs chevaux. Ils parlent d'un dialecte décadent, contrairement aux habitants des plaines. Ils se battent entre eux. Il arrive parfois qu'ils se tuent. Ce n'est que lorsqu'ils pêchent contre le fermier le plus éclairé des plaines que la police a la possibilité de les traduire en justice. Leurs crimes, les uns contre les autres, ne sont jamais révélés à l'extérieur. Il y a 1 an, les soldats se rendirent à Poly Hollow et ramenèrent dans les prairies un certain nombre de conscrits réfractaires. Ces hommes, une fois enrôlés dans l'armée, étaient convaincus qu'ils allaient être obligés de se battre pour libérer les nègres. Tous croyaient que la guerre civile faisait toujours rage, et cela dans l'Empire State, à 3 heures de course de New York, à 1 heure en automobile de la capitale de l'État. C'est un pays désolé à cette époque de l'année, cette région des Catskills. De grandes montagnes se dressent comme des créneaux à travers la brume, les troncs blancs des bouleaux luisant comme des égraflures de craie sur leurs flancs couleur d'ardoise. C'est un pays de forêts denses et de passages étroits, à travers lesquels les ruisseaux bouillonnent et dégringolent. C'est un pays de petits villages minables, auxquels la brève saison estivale apporte à elle seule le souffle de vie. Et c'est pour ça qu'on a besoin de jus de citron. Je n'ai pas trafiqué le texte de l'article. Je précise que le terme
est employé entre guillemets par le journaliste. Donc le journaliste reprend les termes des Slater de Polyholo, très particulier comme ambiance. Donc le fameux la conscience de classe vicieuse que Joshi reproche à Lovecraft, j'ai envie de dire, bah mon gars, c'est l'article quoi. C'est vraiment l'article est ultra méprisant. Alors bon, là je suis un peu mitigé parce que il y a une étrangeté pour le coup, et en fait ça m'étonne pas qu'il ait trippé là-dessus, Lovecraft, puisque ça préfigure presque les thématiques de comment je vais employer ça, disons de dégénérescence, mais de décivilisation en fait, qu'on trouve notamment porté à leur paroxysme dans The Shadow of Innsmouth, traduit en français par Le Cauchemar d'Innsmouth, dans les années 90, avant que la traduction ne redevienne L'ombre sur Innsmouth, pour être plus fidèle. Donc voilà, je trouve que Joshi est un peu dur avec Lovecraft, parce que peut-être vous allez trouver que je le déresponsabilise de ses choix, parce que voilà, il pouvait présenter Slater comme un peu moins dégénéré, etc., et pas l'animaliser, puisqu'on parle notamment de ses canines pourries, par exemple. Mais pour le coup, j'ai envie de dire, c'est pas Lovecraft qui a tiré le premier, quoi. Il a juste gardé le ton de cet article surréaliste du New York Tribune. Voilà. Et en parlant des Catskills, d'ailleurs, je voudrais rajouter un tout petit peu de contexte, parce que j'ai à peine expliqué l'étymologie du nom, mais je voudrais parler un petit peu d'histoire et vous expliquer que il y a 350 millions d'années, les Catskills sont apparus comme un delta de rivière. Non mais je rigole, on va pas remonter 350 millions d'années en arrière, c'était juste pour la vanne. En fait, apparemment, c'était une ère de passage, notamment de deux ethnies natives, qui sont les Mohicans et les Munsee. Les Munsee étant une sous-ethnie, une ethnie composante d'un groupe plus large qui est les Lénapés, je crois, si je dis pas de bêtises. Sachant que les Mohicans, eux, sont des Algonquins. On aura l'occasion d'en reparler, vous inquiétez pas. Mais apparemment, c'était juste un lieu de passage parce que c'était pas une région très hospitalière pour y vivre. Voilà, donc pour le coup, il semblerait que les Néerlandais, en arrivant vraiment dans les Catskills, n'aient pas eu besoin de déraciner les gens particulièrement, parce que c'était pas spécialement habité. Je le précise, je pense que ça n'arrivera pas souvent que dans le récit de la colonisation des Amériques, on aura des trucs qui se passent sans des déluges de massacres. Et là où je voulais en venir, on va faire un autre saut dans le temps. Après les 350 millions d'années, l'arrivée des Néerlandais au XVIIIe siècle, je voudrais passer sur le début du XXe, puisqu'en fait, il y a une petite zone dans les Catskills qui s'appelle la Borge Belt. Et en fait, on appelle ça la Borge Belt parce que c'est une partie des Catskills qui est devenue en fait, une destination privilégiée de tourisme pour les Juifs, en particulier les Juifs ashkénazes, puisqu'en fait, à cette époque, il y avait encore beaucoup d'hôtels en fait qui refusaient d'accueillir la clientèle juive. Du coup, s'est créé une espèce de réseau local d'hôtels et de resorts qui servaient de la nourriture cachère, etc. Elles ont même été surnommées les Alpes juives à un moment, en fait. La Borge Belt, qui est une sous-partie des Catskills, a été surnommée comme ça. Et voilà, ça a duré jusqu'aux années 60, puisqu'en fait, dans les années 60, en fait, en raison du mouvement des droits civiques, en fait, même ce genre de mini-apartheid-là a été un petit peu modifié. Mais je trouve ça très impressionnant de se dire qu'au début du XXe siècle, parce qu'en fait on parle tout le temps de la condition des Noirs américains ou des Afro-descendants aux États-Unis, et du coup dans l'imaginaire collectif il y a un peu cette idée que, ah oui, il y a des Juifs très puissants aux États-Unis, à Hollywood, à Wall Street, bah oui d'accord, mais les mecs se faisaient gicler des hôtels quand ils allaient en vacances, quoi. Donc je trouve ça assez intéressant de rappeler ça, surtout quand on sait que c'était encore le cas pendant la Première Guerre mondiale et à l'entre-deux-guerres. Et c'est intéressant quand on sait le récit historique qui est fait par les États-Unis suite à la Seconde Guerre mondiale, d'être une grande nation de liberté qui a écrasé la botte du nazisme sous sa propre botte impérialiste, quoi. Voilà, je trouve que ça donne un petit côté doux amer à cette histoire.
Et l'autre point, c'est que je trouve, alors c'est une phrase, mais c'est une phrase qui fait du foreshadowing sur quelque chose qui va revenir de façon beaucoup plus marquée dans l'appel de Cthulhu, au point de devenir quasiment un mème, et peut-être une des citations les plus connues de Lovecraft. Donc, en l'occurrence, le passage de Beyond the Wall of Sleep auquel je fais référence, c'est lorsque l'entité cosmique fait du exposition drop et parle des insectes philosophes de Jupiter, etc., et qui dit « How little does the half self know of life and its extent, how little, indeed, ought it to know for its own tranquility. » Comme le moi terrestre sait peu de choses de la vie et de son étendue, et comme il doit en avoir peu, en effet, pour sa propre tranquillité. Donc si vous êtes déjà versé dans l'exégèse, non, peut-être pas jusque-là, mais si vous êtes déjà versé dans l'œuvre de Lovecraft, ça devrait normalement vous rappeler une autre citation, qui est tout simplement le paragraphe d'ouverture de la nouvelle L'Appel de Cthulhu. « The most merciful thing in the world, I think, is the inability of the human mind to correlate all its contents. We live on a placid island of ignorance, in the midst of black seas of infinity, and it was not meant that we should voyage far. » Traduit, alors désolé, j'ai pas de version récente, j'ai une vieille édition de chez Pocket, avec une énorme erreur de traduction, mais tant pis, on corrigera après. Ce qu'il y a de plus pitoyable au monde, c'est, je crois, l'incapacité de l'esprit humain à relier tout ce qu'il renferme. Nous vivons sur une île placide d'ignorance, environnée de noirs océans d'infinitude que nous n'avons pas été destinés à parcourir bien loin. La fameuse phrase, l'île d'ignorance au milieu... Enfin, l'île plutôt... Ouais, île d'ignorance, c'est plutôt une île de connaissance entourée d'un océan d'ignorance. Enfin, c'est plutôt... comme ça que je traduirais l'idée, mais voilà, vous connaissez très probablement cette citation. Notez que dans cette traduction, je vais encore dire du mal des traducteurs, je suis même pas sûr que ça soit qu'on ait l'info de qui a traduit ça. Alors Claude Gilbert, c'est bien ça, c'est pas Paul Pérez cette fois. Donc l'appel de Cthulhu traduit de l'américain par Claude Gilbert, qui a donc choisi de traduire merciful par pitoyable. Ok, alors là, je suis obligé d'expliquer aux moins anglophones d'entre vous que merciful, c'est merci. En fait, qu'on retrouve en français, on retrouve le fait que les Anglais ont à peu près 30% de leur vocabulaire qui viennent du vieux français, et que c'est le merci que vous utilisez sans le savoir quand vous dites merci à quelqu'un, quand vous remerciez quelqu'un, mais qui vient à la base du fait, effectivement, de dire pitié. Merci, merci. Au sens de être à la merci de quelqu'un. Être à la merci de quelqu'un, c'est être à sa pitié, certes. Mais aujourd'hui, quand vous dites que quelque chose est pitoyable, c'est parce qu'il vous fait pitié, c'est péjoratif. D'accord ? Donc, merciful, aujourd'hui, enfin, en anglais, c'est ce qui est plein de merci, mais pas au sens de la pitié, mais dans le bon sens du terme. Mélioratif, on pourrait dire, comme tu le disais tout à l'heure. Donc, en gros, il ne faut pas traduire merciful par pitoyable, il faut le traduire par miséricordieux. Ce qu'il y a de plus miséricordieux au monde, c'est, je crois, l'incapacité de l'esprit humain à relier tout ce qu'il renferme. Parce que quand il dit que c'est merciful, c'est vraiment parce qu'on a de la chance d'être ignorant. C'est ça que signifie ce paragraphe d'ouverture de l'appel de Cthulhu. C'est que si on en sait trop, on se suicide ou on devient fou. Et les deux grands tropes Lovecraftiens qui arrivent à tous ces protagonistes. Cette remarque à la fin du grand monologue de l'entité cosmique, je trouve que ça préfigure totalement le paragraphe d'ouverture de l'appel de Cthulhu. Pour finir, juste une petite remarque sur l'opinion globale de Joshi, qui est assez mitigée sur la nouvelle, notamment à cause des critiques qu'il a par rapport à la manière dont est abordé Joe Slater, mais qui reconnaît quand même que c'est peut-être la vraie histoire cosmique, malgré Dagon, parce qu'en fait il considère que là, on utilise une échelle qui est littéralement plus cosmique. Dagon, c'est cosmique peut-être sur une échelle de temps, parce que c'est le narrateur est confronté à une entité antédiluvienne, mais là c'est cosmique parce que littéralement l'entité mystérieuse, elle vit dans l'espace, et elle va jusqu'à Algol, et ainsi de suite, et elle parle d'Arcturus et de Jupiter, etc. Donc ça va beaucoup plus loin quand même que Dagon sur l'aspect cosmique. Et c'est aussi, et je pense que je finirai là-dessus,
c'est aussi la première vraie nouvelle de SF de Lovecraft, en fait, quand on réfléchit, puisque Polaris, c'est pas de la SF au sens technologique. Je sais qu'après, il y a des débats sur est-ce que la science-fiction est une sous-catégorie du fantastique, mais pour faire très simple, Polaris, c'est du fantastique, voire même de l'heroic fantasy, en fait, hein, quand on réfléchit au récit de conquête dans une cité antique. Dagon, c'est de l'horreur pure et simple, il n'y a pas vraiment de notion de science. The Tomb, c'est très gothique, et bien sûr les nouvelles antérieures comme L'Alchimiste ou Beast in the Cave ne sont pas non plus de la SF. Là, c'est la première fois qu'on a un dispositif technologique qui est cette fameuse radio cosmique, qui prend une technologie techniquement existante à l'époque, mais qui lui fait faire deux trucs qui sont pour le coup un peu de la science-fiction. Déjà, le fait que ce soit un interne, je le disais, qui peut en fabriquer une chez lui tranquillou entre la poire et le dessert, entre la poire et le fromage. Et l'autre truc, c'est que on est à une époque où la télégraphie sans fil, elle communique, elle peut transmettre du morse. Donc évidemment, c'est pas en vous mettant un télégraphe sans fil sur la tête que vous allez avoir des visions cosmiques. Mais ça, on peut l'expliquer par le fait que, fondamentalement, en fait, quand il a les visions, c'est peut-être pas à cause de la radio. C'est parce qu'il est un être de lumière. Et la radio lui sert juste à entendre la voix dans sa tête qui lui dit Joe Slater est mort. En tout cas, Joshi va utiliser alternativement le terme de quasi-science-fiction et de proto-science-fiction. Et je pense que c'est effectivement la vraie nouveauté dans cette nouvelle, par-delà le mur du sommeil, Beyond the Wall of Sleep. C'est le mot de la fin. Audrey, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non. Eh bien, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur les plateformes qui le permettent, Twitter, Instagram, par mail. La prochaine fois, on va parler d'une petite nouvelle qui fait une page, littéralement, qui s'appelle Memory, traduit en français sous le terme souvenir, tout simplement. Le jingle sera plus long que la nouvelle. Et je vais voir à quel point on aura du contexte à donner ou pas. Soit il y aura un épisode avec beaucoup de biographie et on parlera juste de la nouvelle 10% du temps. Ah, j'ai cru qu'on allait inviter JDG. On traitera aussi d'une deuxième nouvelle qui est relativement courte, qui s'appelle Old Bugs. Voilà. Peut-être que je ferai une exception à ma règle de une nouvelle, un épisode, une œuvre, parce que là... Après, ça peut être reposant pour vous, peut-être qu'on vous sorte un épisode qui fait 25 minutes. Hein. Suspense, j'ai envie de vous souhaiter plein de bonnes choses d'ici là. Et je vous dis à très bientôt. Nous sommes disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Il faut s'en souvenir, sauf sur SoundCloud, parce que qui écoute SoundCloud en 2025 ? Et sur Google Podcast, car ça n'existe plus. Exactement. Ici le Frédéric du montage. Avant de vous quitter pour de bon cette fois, j'ai une proposition qui devrait vous intéresser. Vous l'avez bien remarqué, Lovecraft Therapy a un rythme de publication qui est assez lent, puisqu'on est sur un épisode tous les 2 ou 3 mois, et j'imagine que pour certains d'entre vous, c'est un peu frustrant. La bonne nouvelle, c'est que j'ai été invité à enregistrer un podcast consacré au roman graphique V pour Vendetta et à son adaptation au cinéma. Le podcast s'appelle Adaptator et à travers. Il est justement consacré à l'art délicat de l'adaptation transmédia et c'est Audrey qui l'a créé et qui l'anime, donc vous ne serez pas dépaysés au niveau des participants. Pour l'épisode V pour Vendetta, Audrey a également invité le scénariste Asina Wilson et franchement, pour ma part, j'ai appris plein de choses pendant le podcast. Donc, si vous avez envie de nous retrouver, Audrey et moi, en attendant le prochain Lovecraft Therapy, je vous mets dans les descriptions et les notes de l'épisode Beyond the Wall of Sleep, je vous mets en description et en notes les liens vers le Adaptator et à travers consacré à V pour Vendetta, pour que vous puissiez vous faire plaisir. Donc on a cet interne en médecine qui est enclin à des spéculations sur la signification des rêves. Je pense qu'on peut lire un petit extrait. Un extrait. T'as dit lire un petit extrait. Ah. J'espère que c'était involontaire et que tu n'as pas fait exprès.